Bonsoir et merci d'être avec nous sur LCI. Il reste 15 jours avant le premier tour de la présidentielle pour les candidates et les candidats, 15 jours pour convaincre. Chaque jour, LCI vous propose de vivre ensemble cette campagne avec les interviews des candidats, avec les meetings. On vient de voir celui d'Anne Hidalgo, avec notre sondage quotidien. Ce sera dans quelques jours, le 2 avril, le meeting géant d'Emmanuel Macron. Il le prévoit à la Défense. Regardez comment le candidat Emmanuel Macron prévoit ce grand meeting. Il est filmé par son équipe de campagne à l'heure des préparatifs. Là, on a 29 000 quand on fait ça comme ça, c'est ça? Si on met des sièges en bas... 7 000 sièges. C'est 3 fois Bercy, là. Une fois qu'on est là, la scène elle est comment? Le centre ici, on est quasiment dessus. Ce que je voudrais, c'est pas une écriture de meeting. Je voudrais un truc plus d'un effet d'événement sportif, un truc plus charnel. Okay. Qui est une forme de... Moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Et là, Brigitte arrive et elle fait son discours. Et avec nous pour commenter, Lydia Guirousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, éditorialiste politique. Et vous, William T, bonsoir. Bonsoir. Vous présentez le groupe de réflexion Le Millénaire. Premier sentiment sur cette vidéo, c'est ces vidéos de campagne qui sortent tous les vendredis sur le style Macron, sur la stratégie en l'occurrence, un très grand meeting, c'est une salle gigantesque. Alors, c'est un président qui ne peut pas faire campagne comme les autres, puisque vous savez qu'il est pris aussi par la crise ukrainienne et puis par sa fonction de président de la République. Il veut l'être jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Mais on voit bien dans cette vidéo et dans cette façon de communiquer qui est extrêmement moderne, puisqu'il scénarise, il feuilletonise avec un côté un petit peu Netflix. On a envie de savoir ce qui va arriver dans l'épisode précédent. On voit bien qu'il est au cœur, il dit je veux ça, il est au cœur de la réflexion sur la scénarisation de ce meeting, sur la réflexion. Avec moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé la vidéo qui a été publiée ce soir, c'est qu'il y a des références populaires, notamment à Basile Boli, à certains groupes de football. Il y a une proximité aussi qu'il a envie d'écrire. Et surtout, au début de la vidéo, on a des Français, lors de son déplacement à Pau, qui posent les questions qui dérangent. Et j'ai l'impression que c'est une réponse à ses opposants qui disent qu'il esquive le débat, puisque c'est des questions qui portent sur la crise des Gilets jaunes, en disant est-ce que vous vous sentez un peu responsable de la crise des Gilets jaunes, sur les femmes et ce qu'il a fait pour la cause des femmes, et sur le pouvoir d'achat. Donc on a un Emmanuel Macron qui répond un peu à ses opposants de manière indirecte et qui est au cœur du réacteur de cette campagne dans les extraits qu'on peut voir. Si on compare avec 2017, alors il y a les temps un peu qui ont grisonné, il y a l'âge qui est un, l'expérience ou le poids du l'usure du pouvoir. Le meeting, on va revoir tout à l'heure le fameux cri, c'est notre projet, une certaine maîtrise là de quelque chose qui est beaucoup plus centré, quoi. Il est beaucoup plus centré. Moi, j'analyse la campagne d'Emmanuel Macron comme celle de François Mitterrand en 88 sur le modèle de France unie. Et comme Lydia Guirousse l'a rappelé, en fait, elle a l'air Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend les méthodes de Jacques Séguéla avec la génération Mitterrand. Et en fait, il fait à la fois de la communication sur son message politique, mais il y a aussi de la communication sur la communication. Donc, du coup, on communique sur sa communication. C'est un making-of, là. C'est tout à fait. Et en fait, c'est un bon moyen parce qu'en fait, ça permet à la fois de faire parler lui d'une manière qui ne permet pas de se centrer sur son message et donc, du coup, de décortiquer à la fois son programme, son bilan et son projet politique à venir, mais dans le même temps, ça permet de faire parler et de montrer qu'il est populaire sur une nouvelle tendance qui est en rupture avec 2017. Un autre extrait de ces petits films de campagne, c'est celui où il passe devant la Tour Eiffel. Écoutez. On est quand même le plus beau pays du monde. Voilà, la bonne humeur, presque une forme de jubilation. Ses ennemis ou ses adversaires détestent ça. C'est ce qui les énerve le plus. Ça fait pour aussi, évidemment. C'est normal. Voilà. Nous, en fait, on a beaucoup étudié la campagne de 88. On a même interviewé Gérard Collé, qui était un grand artisan avec Jacques Pilan de cette campagne. En fait, ce qu'il expliquait, c'était à la fois, c'était très compliqué en méthode de campagne, parce que vous êtes président sortant, donc du coup, vous êtes jugé sur son bilan. Et en même temps, vous devez promettre des choses parce que vous n'êtes jamais élu sur un bilan. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que le contexte ne permet pas d'avoir de la lisibilité dans les 5 prochaines années, dans la mesure où on ne sait pas ce qui va se passer en Ukraine, on ne sait pas quelle est l'attitude va adopter Vladimir Poutine, on ne connaît pas le projet européen, on ne connaît pas l'état des finances publiques, si on va
adopter le même cadre financier et économique dans la mesure où on en vit un éventuel troisième choc pétrolier. Et donc lui, ce que lui essaye de faire, c'est donc à la fois de communiquer sur son personnage, à la fois son personnage doit incarner la vision de la France, donc du coup, qui n'est plus celle de 2017 qui était clivant, mais qui est plutôt un président rassembleur et qui est plutôt dans la perspective de construire le monde d'après-crise. Et en fait, moi, j'interprète cette bonne humeur comme nous avons vécu des moments tragiques, mais nous avons la capacité de nous inscrire dans le renouer avec les jours heureux. Est-ce que la joie est un bon argument de vente? On va entendre dans un instant Philippe Poutou, par exemple, qui dit au contraire, on a souffert. Il y a des candidats qui ont l'air vraiment, au contraire, de porter la misère du monde. Oui. Là, il y a un petit côté joyeux, quoi, jubilant. Oui, mais c'est le macronisme d'une certaine manière. Le macronisme, C'est un c'est une optimisme. forme d'optimisme, de considérer que la France ira mieux grâce aux réformes, grâce à une volonté aussi de faire une espèce de positive attitude, pour reprendre les mots d'une célèbre artiste de ma génération. Mais c'est cette volonté de regarder devant, de faire les choses, et en contraste surtout avec tous ceux qu'il décrit comme étant les déclinistes. Et je pense notamment au camp d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, et à d'autres à l'extrême gauche qui voient tout en noir. Lui a envie de dire que tout est possible pour tous en France, et c'est le message qu'il porte à travers ses vidéos et ce grand sourire qui agace énormément tous ceux qui s'opposent à lui, évidemment. Avec cependant des moments aussi où il reconnaît ce qu'il appelle ses conneries. Il y a une séquence assez étonnante dans la voiture où il va préparer un discours et où il a l'air beaucoup plus concentré. Il n'y a pas grand-chose à réviser aujourd'hui. C'est juste une rentrée. Oui, c'est vachement important. Ouais. Bah, c'est là où il faut donner la couleur, l'orientation. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. L'expérience. Je parle d'expérience. C'est là où j'ai fait mes pires conneries. Ça, c'est l'expérience du quinquennat ou même Ouais, d'avant? du quinquennat. Ouais, du quinquennat. Quand on fait les vraies erreurs, on les fait quand on pense que les choses sont faciles, automatiques, etc. Il se trouve que dans cette fonction, rien n'est facile et automatique. Rien n'est innocent. Et pour les gens, c'est jamais innocent, ce que fait un président. Et je pense que pour cette campagne, aujourd'hui, par exemple, là, cette entrée en mêlée, si je puis dire, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde, je pense. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. Les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Voilà. Il reste 15 jours. Qu'est-ce qui va jouer là? Vous citiez l'exemple de Mitterrand. Il y avait le fameux débat, est-ce que Dieu doit descendre sur les marchés? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, il est président. Il y a une forme là, d'autorité. Il est plus autoritaire, plus cassant là qu'il n'était en 2017, dans cette séquence, par exemple. Dans cette séquence, oui. En fait, il a un avantage incroyable, Emmanuel Macron. C'est que c'est le candidat le plus jeune. Donc, il incarne le renouvellement, le dynamisme et la modernité. Mais en même temps, c'est celui qui a le plus d'expérience parmi tous les postulants. Et en fait, il bénéficie d'un atout incroyable. Et en fait, je ne sais plus qui disait ça, mais le macronisme, en fait, c'est le neutre. C'est la conciliation des contraires qui permet de dégager une sorte de synthèse du centre-gauche au centre-droit. Et en fait, tout le macronisme est une sorte de conciliation des contraires qui permet de dégager un nouveau message politique qui est le macronisme. Après, la deuxième séquence, c'est quand il dit « rien n'est joué ». En fait, ce qui lui fait peur, en fait, principalement, c'est le message qu'a adressé Édouard Philippe ou même Gérald Darmanin sur la question de la mobilisation. C'est l'abstention qui pourrait le conduire, non pas à perdre l'élection présidentielle, mais à se retrouver dans un écart qui est beaucoup plus serré, dans un cadre à la fois du premier tour avec Marine Le Pen et éventuellement dans le second tour. Alors, on commence à voir chez les commentateurs, il y a ceux qui disaient il va perdre, là ça devient plus difficile à prophétiser en l'état des sondages. On peut rappeler notre dernier rolling qui montre que, voilà, selon tous les cas de figure, en l'état, encore une fois, comme on dit, c'est en lieu commun une photographie de l'opinion. Mais alors il y a ceux qui disent maintenant il va gagner, mais ça va être très dur après parce que réforme des retraites, parce que c'est ensuite que les choses sérieuses vont commencer. Alors évidemment, en regardant les sondages aujourd'hui, et nous sommes à 15 jours du premier tour, on peut quand même de manière assez raisonnable considérer qu'il sera au second tour et vraisemblablement qu'il devrait être victorieux. Voilà. Mais tout peut arriver. Attention à l'abstention, attention à la démobilisation des macronistes, même s'ils font partie de ceux qui vont beaucoup voter. Ils sont assez décidés. On a vu dans ce sondage, on ne peut pas tout détailler, mais en réalité, sûr. il fait partie des socles les plus assurés.
Mais le risque, et ce qui m'inquiète, moi, c'est d'avoir un président qui sera élu avec un écart qui sera très faible, avec notamment si c'est Marine Le Pen. Si on a vraiment un écart de 2-3 points, bon, les législatives vont être assez difficiles et on aura un Rassemblement national qui pourra éventuellement avoir un groupe assez important. Dans la vidéo que vous avez montrée, moi j'ai eu l'impression d'avoir un Emmanuel Macron qui passait comme message celui de l'humilité en contraste avec l'arrogance qu'on a beaucoup reproché au début du quinquennat. Il a envie de dire qu'il a appris et qu'il n'est plus ce jeune candidat sans expérience, mais que ce quinquennat l'a marqué. Il a aujourd'hui l'expérience. Et ainsi dire, ne faites pas confiance à ceux qui n'ont pas l'expérience dans un monde qui est face à tant de crises. Le contact avec les Français, il y a cette séquence dans ces films de campagne où il parle avec un jogger. Et il y a un petit côté, la Netflix est tournée un peu cinéma, comme ça, regardons-la. Bonjour. Bonne course. Je m'entraîne pour le marathon là. Ouais. Ah, je t'aimerais pas, j'ai d'autres échéances. Tout vraiment plus important. Non mais vous le faites, c'est début avril là. J'en ai qui le font dans l'équipe là. Vous avez qui le font? Ouais, il est pas là. Karim il le fait. Bonjour. Vous le faites en combien? J'ai essayé moins de 3 heures. Ouais, vous êtes une brute là, c'est tombé. Ah ouais, vous en avez déjà fait combien? 2, mais j'avais pas le temps de m'entraîner à cause du travail et là l'idée c'est de... Vous avez fait lesquels? Paris à chaque fois. Et vous avez fait en combien de temps? 4 heures. Donc là c'est vous avez fini les deux? Oui. Et là vous êtes confiant sur le moins de 3 heures? Bah heureusement avec le travail c'est un peu calmé donc j'ai un peu plus de temps pour m'entraîner. On verra. Ah, c'est une autre dimension là pour moi. Bon ben je vous dis merde hein. Ouais, exactement. Bon courage. Bon courage à vous. Voilà, là il y a en plus le côté, je parle avec Poutine à 17h et puis à 21h je vais me promener sur les bords de Seine et puis je parle avec monsieur tout le monde. Évidemment, c'est plutôt un atout parce qu'on dit c'est un cerveau très bien fait. Ça agace aussi évidemment chez ses adversaires, un peu comme la joie dont on parlait. Il est très fort. Politiquement, je me demande si c'est pas le plus grand génie politique depuis François Mitterrand. Parce qu'en fait, à la fois, il arrive à... Là, vous y allez... parce qu'en fait, sur le totem présidentiel, autorité, stature présidentielle, représentation de la France dans le monde, il dialogue avec Vladimir Poutine, il dialogue avec Joe Biden, donc il se place à ce bon niveau. Et en fait, il ne commet pas l'erreur, par exemple, hollandaise, de faire une synthèse, de se mettre au milieu. Vous ne placez pas Hollande parmi ces génies dont vous parliez? Non. En fait, vous avez la question de la verticalité, donc du coup la présidentiabilité, et l'horizontalité sur la question de la proximité. Et lui, à la fois, il est très vertical, et il le montre sur certains sujets, donc les sujets présidentiels, le régalien, les affaires étrangères, la représentation de la place de la France dans le monde. Et dans le même temps, avec ce type de campagne, ça lui permet d'être en proximité, et ce type d'atout, en fait, un contrôle de contenu, donc par lui-même, par YouTube et non pas par les journalistes, lui permet de faire ça. Parce que si par cas, il faisait une représentation publique où il allait lui-même, il y aurait des foules de journalistes et il ne pourrait pas avoir un dialogue d'une telle proximité, même si évidemment on se doute de la mise en scène. Il l'a eu pendant les grands débats, il a même oui, mais c'est très contrôlé, un grand débat. C'est pas tant contrôlé que ça. Il a même, on sait quelles sont les thématiques, n'importe quelle politique sait quelles thématiques vont être traitées, mais on ne sait pas comment les personnes vont réagir. Et il a démontré une sacrée aisance quand même. Pendant 4, 5, 6 heures, il pouvait répondre à toutes les questions, parfois de manière assez cash, et c'est ce qui dénote dans le paysage politique français, c'est qu'il arrive à avoir ce ton qui est un ton, cash, dans la proximité, très direct. Un peu foutraque, un peu premier de classe, un peu foutraque, qui se laisse aller parfois à une glissade ou à une provocation assumée. Aussi. C'était le fameux « je m'en fous » ou « je m'en fiche », je ne sais pas la formule exacte, « je m'en fiche présidentiellement ». Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour le pays, ce qui est juste, ce qui le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux. Voilà, il y a un petit côté... Je parle comme tous les Français. Je parle comme je veux. Parce que, d'autant plus que cette familiarité semble à la mode dans le milieu politique. Vous avez de plus en plus de politiques qui se lâchent et utilisent certains termes qu'on n'aurait pas entendus il y a encore 10 ans. Mais encore une fois, ça amène une certaine modernité et une certaine proximité avec les Français. Il y a eu aussi l'épisode du... je ne vais pas répéter le terme, mais vous vous souvenez de cette expression qui a été très largement commentée au sujet des non-vaccinés. Ouais. Voilà. Là aussi, c'était du cash et à 22h13, vous savez, franchement, on a vu bien pire. Allez, une dernière gourmandise, je vous le disais tout à l'heure. Si on se rappelle, on va voir dans un instant l'archive de 2017,
juste pour voir l'évolution personnelle aussi du personnage. On va la voir dans un instant, un peu plus tard dans l'émission. Dans chaque campagne, il y a des candidats qui ont aussi un rôle de témoignage, d'influence, même si le score du sondage reste, pour finir, modeste ou marginal. Jean Lassalle fait campagne. Regardez de quelle manière, c'est le reportage d'Lassaliste, des Lassaliens. Alors, c'est la première fois que j'entends ce terme, Darius, mais sans doute, c'est la démocratie française. Il a eu ses 500 parrainages, donc il faut respecter chacun. Néanmoins, Jean Lassalle, bon, quand on regarde le fond de son programme, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Moi, je l'avais interrogé sur une chaîne de radio en lui demandant s'il condamnait les manifestants corses qui avaient défilé au cri de « État français assassin », et il avait refusé, puis il était parti dans un développement assez effrayant. Donc il est aussi capable de toutes ces sorties de route. Je ne suis pas certaine que ce soit le candidat le plus sérieux. Voilà. Enfin, c'est une forme de populisme avec un accent et avec un populisme terroir qui peut plaire à quelques Français. Il représente en même temps 500 signatures. Avoir 500 signatures, c'est pas rien. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Non, il représente une sensibilité, surtout avec Depuis 2017, il représente un peu la France des Gilets jaunes. Quand on regarde son programme, il parle du RIC. Et en fait, il prend des mesures qui représentent un peu la défiance des territoires vis-à-vis de l'État central et vis-à-vis d'une certaine vision du monde, du coup, ce qu'on appelle l'élitisme parisien, bobo parisien. Et en fait, il incarne ce type de courant politique, mais pas sur une réponse classique telle que l'apporte Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Quand on prend l'ensemble de ces solutions, ça peut aussi bien pocher de gauche et à droite. Donc du coup, ça ressemble beaucoup plus à ce que proposaient les Gilets jaunes dans leurs revendications à Emmanuel Macron lorsque les mouvements ont manifesté de novembre 2018 jusqu'aux élections européennes. Il y en a beaucoup qui se revendiquent les Gilets jaunes, Nicolas Dupont-Aignan, Poutou, enfin il y en a énormément qui se revendiquent des Gilets jaunes. Quand même, à part ça, voilà, Anne Hidalgo, grand parti historique, elle est équivalence avec Jean Lassalle. Ce réservoir de voix, 2%, c'est pas rien, 2% dans une élection au second tour. Ça ira à qui ? Jean Lassalle, je pense qu'une grande partie, si c'est Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, je pense qu'en principale partie, ça ira vers Marine Le Pen. Écoutez, Jean Lassalle, c'est très rapidement dans des théories assez complotistes sur certains points. Diversité des avis dans chaque campagne aussi. C'est vrai, je crois, depuis 1969, il y a un ou des candidats trotskistes. Évidemment, souvenir d'Arlette Laguiller qui a marqué des générations de téléspectatrices et de téléspectateurs, pas autant d'électeurs, mais enfin, cette année, c'est évidemment... en particulier Philippe Poutou, 55 ans, ouvrier dans une usine de boîte à vitesse, militant historique du mouvement trotskiste. Alors, évidemment, les émissions qui vont venir ces 15 prochains jours, 15 jours pour convaincre, tout ça va faire que un candidat comme ça, qui est peu exposé pour l'instant, va l'être bien davantage. Il y avait eu en 2017, il faut le rappeler, un frémissement Poutou, quoi, presque un effet de mode. Eu un effet de mode, surtout lorsqu'il s'était opposé à François Fillon lors des débats télévisés. Donc, du coup, face à face, évidemment, Fillon-Poutou, on rêve difficilement plus... C'était la lutte des classes qui était véritablement incarnée. Philippe Poutou, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a deux candidats, même trois avec Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, merci beaucoup, avec Jean-Luc Mélenchon et surtout l'apparition de Fabien Roussel sur cette offre politique qui limite en fait sa capacité d'exposition. Le principal enjeu en fait pour ces ensembles de courants. Là, vous mélangez les trotskistes et les autres là, il y a tous les sous-courants trotskistes. La difficulté en fait de façon opérationnelle, c'est que Jean-Luc Mélenchon a un espace pour éventuellement aller au second tour. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon avec Fabien Roussel et les différentes offres politiques ne va pas perdre des différentes voix qui, là, seront très importantes en vue de se qualifier au deuxième tour. Avec une idée trotskiste, une idée de rupture avec le système très assumée, évidemment. Écoutez, sa déclaration, c'était aujourd'hui même. Un individu ou une individu qui a autant de pouvoir sur les autres, pour nous c'est une aberration, ça reste une aberration. Ça a pris différents noms. À l'époque c'était des rois, à notre époque c'est les empereurs, là c'est le président de la République. Et nous on cautionne pas ça. Donc on est là pour pas seulement refuser cette fonction-là, mais la critiquer et discuter que le pouvoir ça peut être tout à fait autre chose. Et en lien d'ailleurs avec la question de la démocratie. Et c'est l'avantage d'une élection présidentielle, c'est que y participer, c'est pas juste vouloir gagner ou penser perdre, c'est aussi discuter de la société dans laquelle on vit, de comment elle peut s'organiser, et donc d'avoir une vision critique sur le pouvoir tel qu'il existe et sur la démocratie ou les institutions telles qu'elles existent. Donc la critique qu'on fait de la fonction présidentielle ou le refus qu'on fait de la fonction présidentielle, c'est évidemment en lien avec des conceptions démocratiques de la société que nous avons. Et on pense qu'aujourd'hui, le pouvoir doit être collectif.
collectif. Ça peut pas être à la fois une seule personne. Encore que là, c'est même pas que le problème d'une seule personne, parce que Macron, ok, c'est un pouvoir personnel, mais c'est que derrière, surtout, il y a une classe sociale qui a le pouvoir, les ultra riches. Voilà, M. Poutou qui est candidat pour défaire en fait la fonction présidentielle. Avec quel est l'électorat de Poutou aujourd'hui? Je pense que c'est un électorat très ouvrier, mais très syndicalisé à l'extrême gauche. Ils sont encore très structurés quand même, hein, puisqu'ils parviennent à chaque élection présidentielle, comme vous l'avez rappelé, à avoir ces 500 parrainages, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui voulaient se présenter, qui étaient beaucoup plus médiatisées. Donc, écoutez, c'est un programme anticapitaliste et anti-beaucoup. D'ailleurs, on l'entend parfois se définir beaucoup en anti, mais on ne sait pas véritablement ce qu'il souhaite faire. Philippe Poutou. Je pense que le débat, il aura encore une sortie qui lui permettra peut-être de faire un gain de notoriété, comme lors du débat avec François Fillon et sa fameuse déclaration très provoque. Écoutez, une autre de ces déclarations, c'est Philippe Poutou qui parle de la souffrance sociale. On parle beaucoup du mépris de Macron, de l'arrogance de Macron. Et pas que de Macron, parce que la flopée de ministres qu'il a, je vais pas les caractériser là, mais les Darmanin, les Blanquer, tous ils se ressemblent avec leur mépris, leur arrogance, leur brutalité, puis leur idéologie qui est très très réactionnaire et pour certains même proche encore une fois des idées fascistes. Hein. C'est des gens qui ont des parcours très très à droite. Et donc ce gouvernement-là, il a quand même multiplié les gestes de mépris, les gestes d'arrogance, mais derrière c'est une brutalité. C'est pas une brutalité que verbale, c'est pas juste une brutalité de posture. C'est que la politique qu'ils ont menée, c'était une politique brutale. Alors là, encore une fois, ils ne l'inventent pas, la brutalité dans la politique. Elle était existante avant. Mais c'est à force de franchir des étapes, à force d'aller plus loin dans les attaques antisociales, d'aller plus loin dans le démantèlement des services publics, dans la politique de réduction des salaires, dans la politique d'attaque sur les retraites, puisque Macron, il a tenté. Alors là, vous avez vu, il a pas réussi complètement sa réforme des retraites. Elle a été gelée en partie par la lutte, en partie par la crise sanitaire. Mais là, il a dit, ça y est, il est tellement sûr de gagner qu'il ose annoncer des trucs comme ça. Voilà, c'était à Clermont-Ferrand, 15 jours pour convaincre. Prenons rendez-vous, ce sera dès lundi, rendez-vous à 8h30 face à Elisabeth Martichoux, à 20h30 face à Routel Krief. Les candidates et les candidats, les uns après les autres, rendez-vous est pris. Merci Lydia Guirous, merci William T pour ce point d'étape 15 jours avant le grand jour. Restez avec nous dans quelques minutes, les événements en Ukraine avec beaucoup de nouveautés à la fois sur le front diplomatique et sur le front guerrier. Nous sommes avec Anne Seften et nos invités. À tout de suite.